Au programme de cet après-midi, les métropoles de demain et leur transport, l'innovation verte, le point de singularité et un tribunal pas comme les autres. Ça va phosphorer sec, notamment avec notre 5e session qui va mettre en prise 2 personnalités hautes en couleur. Voici un échange de haute volée entre Bernard Charlès, vice-président du conseil d'administration et directeur général de Dassault Systèmes, et Étienne Gernel, le directeur du Point. Merci de leur réserver un accueil de star. Merci. On va vous demander de parler. Alors, la star, c'est toi, Étienne. Non, la star, c'est toi. La star, c'est toi. Bien comme ça, bien comme devant, ça, pour bien projeter la voix. Très bien. Et Bernard, si tu vas rougir, tu vas détester ça, mais enfin, tu es quand même une légende de la tech en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de tech dans le CAC 40. Il y en a une. C'est pas à titre posthume que tu prépares ce... Non. T'inquiète pas. Dassault Systèmes qui fait quoi, 3,2 milliards de chiffre d'affaires, je crois, c'est ça à peu près l'an dernier, mais sans doute plus cette année. Parce que j'ai cru comprendre que le principe c'était plutôt de croître. Et il ne faut jamais oublier une chose, cette boîte qui est partie d'1 million en 1981. C'est ça, c'est 81 81. 81, élection de François Mitterrand. Il y a un autre événement qui s'est passé cette année-là, c'était la naissance de Dassault Systèmes et qui a créé, tu disais tout à l'heure, 60 milliards de valeur. Depuis, c'est exceptionnel. Donc merci d'être là parce qu'on parle souvent de start-up, etc. On peut en réalité, en fait, le message de l'histoire de Dassault Systèmes, c'est qu'on peut conquérir le monde à partir d'une start-up. Absolument. D'ailleurs, c'est une vraie histoire de start-up parce que souvent, c'est pas la lecture qu'on est donnée et du fait que nous avons Dassault, un nom de famille prestigieux, dans le nom Dassault Systèmes. Alors tout le monde pense, on a pris dans la valise et puis on a fait, et quand on avait des problèmes, on reprenait dans la valise. Pas du tout. Il y a quelqu'un le fondateur, qui s'appelle Charles Desten, qui a mis des règles claires, et nous, on s'est comporté comme une start-up dès le départ. Donc 1 million, on n'a pas eu plus, et depuis, on a construit ce qui est un leader mondial aujourd'hui. Donc c'est un vrai voyage de start-up avec une gouvernance, avec des équipes, avec ses hauts et ses bas, et avec une concurrence qui a été une concurrence mondiale très vite, puisque la plupart de nos concurrents, il y en avait 250 au début quand on a démarré, dont 245 étaient américains. Et oui, c'est ça. Il n'y en a plus que 2 ou 3. Il n'y en a plus que 2 ou 3. Alors, on va parler, parce qu'il y a énormément de sujets qui apparaissent aujourd'hui dans la tech et sur Dassault Systèmes. Il y a un sujet qui me touche plus, qui m'intéresse plus, et c'est la question de l'industrie. Parce que finalement, quand on parle d'industrie, quand on parle d'usine, alors est-ce que l'industrie c'est toujours des usines? C'est une deuxième question. Mais on était dans la défense de nos usines. Alors, il fallait garder nos usines. Et on voyait, il y a quelques années, tout ça comme une espèce de longue défaite où il fallait tout faire pour sauver des usines. Et des gens se battaient comme ça, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les usines. Maintenant, toi, tu as l'air de dire que l'industrie est une renaissance. Et c'est pas forcément l'industrie d'avant, c'est une industrie différente. Mais ça veut dire que l'industrie a un avenir, je parle chez nous ici, là. Alors à Toulouse, d'une certaine manière, c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais enfin, c'est une ville industrielle avec Airbus, Astrium, énormément de boîtes dans le domaine de l'aéronautique et d'autres. Mais l'avenir de l'industrie, est-ce qu'on peut compter ça? On voit la baisse de l'emploi industriel en France depuis quelques années et en Europe d'une manière générale, peut-être moins en Allemagne. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à ça. En fait, je trouve que c'est intéressant de revenir sur l'étymologie du mot industrie. Le mot industrie, ça veut dire extraire de soi quelque chose que l'on va apporter à la société. D'ailleurs, au passage, c'est Saint Bernard qui, pour avoir le temps de prier, a inventé l'industrie. Si on revient c'est Saint Bernard qui a inventé l'industrie. Ah oui, d'une certaine manière, parce que Pierre Mussot a fait un livre magnifique, professeur à l'école des mines, philosophe, il a fait un livre comme ça, on a travaillé ensemble sur ce sujet pour reconstituer finalement la démarche de ce qu'est l'industrie, qui est au fond l'organisation d'un groupe, qu'on peut appeler société, dans lequel on met en place des structures économiques qui vont offrir ce que j'appellerais au sens général des services, des usages, que ce soit pour la santé, pour la finance, pour le transport,
Et je dirais qu'à ce stade, il y a une idée majeure qu'il faut comprendre. Le 21e siècle n'est plus une industrie de produits, n'est plus une économie de produits. Le 21e siècle est une économie d'usage. La valeur n'est plus dans le produit, elle est dans l'usage. Et en quoi ça change pour l'industrie alors ? Ça change tout. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, vous le voyez, je vais vous prendre quelques exemples. L'économie d'usage fait que vous devez penser, grâce en particulier au numérique, mais il n'y a pas que ça, mais grâce à des nouveaux modèles économiques, à retirer toutes les viscosités de ce qui permet d'aboutir à un usage valorisé, quand bien même le produit en est le facteur essentiel. Il n'est plus suffisant, par exemple, la mobilité intelligente. Vous avez autant d'importance entre le véhicule mobile que le système de téléguidage ou de service qui va bien. Les gens ont mal compris Uber. L'économie du 21e siècle de l'usage, c'est une inversion où le produit n'est plus au centre, l'usage est au centre. Donc la question, c'est comment vous assurer que l'usage devienne aisé pour le client final, le consommateur ou le patient, le citoyen que nous sommes, ou le business. Et vous vous posez la question à l'envers, qui est de dire, à partir du moment où c'est la valeur que je veux fournir, quels produits et services dois-je combiner pour que cette viscosité, cette performance s'améliore ? Les gens ont mal compris Uber, les gens ont mal compris Amazon. C'est d'abord un industriel exceptionnel. Ce n'est pas un site web. C'est l'anecdote, c'est justement le faux nez. C'est l'erreur à ne pas commettre. Ce qu'a fait Amazon, c'est de s'assurer que la recherche d'un produit et le fait de l'avoir chez vous soit plus simple que n'importe quoi de ce que vous puissiez faire autrement. Si vous le voyez comme ça, vous voyez ce qu'est l'économie de la valeur d'usage. Autrement dit, en France et en Europe, notre problème n'est pas un problème de coût, c'est un problème d'offre. C'est-à-dire de repenser, grâce au numérique, ce que doit être la valeur d'usage et par voie de conséquence, ce qui doit être constitué pour le faire. Demain, les usines automobiles ne seront plus des usines qui mettent des pots, des aciers, des carrosseries, des aciers et des châssis et des moteurs ensemble. Quand vous livrerez un usage de mobilité, vous livrerez un service connecté dans lequel le véhicule n'est qu'un seul élément du dispositif total. Et d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui que ça change, ça bouleverse complètement la nature des offres. Je vous ai pris 2 exemples, je pourrais en prendre d'autres. La livraison au dernier kilomètre dans les villes va avoir pour conséquence de faire des véhicules. Il y a une start-up merveilleuse en France qui s'appelle XYT, 15 personnes qui font des véhicules Lego. Les véhicules Lego, c'est une équipe française qui fait des véhicules Lego, ils sont 15 ingénieurs, et ils sont en train d'envisager un véhicule Lego qu'on puisse reconfigurer pour faire la livraison au dernier kilomètre dans les villes, puisque ça va devenir un des problèmes les plus importants de décongestionnement de la ville, et ceci de manière extrêmement souple. C'est amusant, mais ça existe. Les avions électriques qui vous font faire les 100 premiers kilomètres en autonome à travers un tube défini, ça un tube virtuel, pas un vrai tube. Oui, en fait, on est en train de prendre conscience que l'espace est aussi important que les limites du pays. On l'a fait pour les fréquences, je fais une parenthèse, on a enfin compris ça, c'est les militaires qui ont fait ouvrir les yeux sur le fait que les fréquences étaient une propriété territorialisée, l'espace terre-mer aussi. Maintenant, on en est dans la gestion de l'espace. C'est-à-dire, je possède au-dessus de mon pays combien de l'espace et comment je le gère. Parce qu'on ne va pas rester on va pas rester appuyé sur le sol. Il n'y a pas d'eau internationale en matière d'espace. Il n'y a pas d'eau. Vous savez, sous-estimez pas l'initiative Space Force. Elle est sérieuse. Ah bon, à ce point-là ? Mais oui, lisez Magellan, écrit par un écrivain que j'adore. Et vous Zweig. Zweig. Extraordinaire le livre. Extraordinaire, j'adore ce livre. Et quand vous lisez Zweig et que vous voyez ce Magellan, je ne sais pas ce qu'il a dit à sa maman le jour où il est parti, alors que tout le monde pensait que la Terre était plate. D'abord, quand tu pars et que tu dis à ta maman, je pars, la Terre est plate, je vais tomber dans un trou. Nécessairement. Ben forcément, il y a les parapets du monde, comme disait Marco Polo. À un moment donné, après, voilà. Voilà, donc je me demande, quand il naviguait, comment il pensait à la chose. Bref,
Donc, philosophiquement, il commençait à regarder le monde d'une autre manière. Vraiment au fond de lui-même, pas cérébralement. Et puis, vous avez quelqu'un qui va venir planter le drapeau, qui va venir dessiner les cartes. Space Force, c'est ça. Qui va posséder quoi de l'espace? C'est ça qui est en train de se produire. C'est une grande question, mais c'est ce qui se passe devant nous. Et je vais vous raconter 2 anecdotes. Il y a des petites images qui circulent là même. Ah oui, alors. Vous voyez, la jeune fille, là, 15 ans, elle a fait une fusée. C'est une vraie fusée, ça. C'est une vraie fusée à hydrogène liquide. Et qui va où? Et c'est une fusée qui peut monter, qui peut aller des altitudes bien plus élevées que les avions. Et ils ont fait ça avec une équipe de jeunes qui a moins de 20 ans, des étudiants. Donc, il y a 50 ans, personne ne savait faire ça comme ça. La photo, là, où on voit une sorte de personne en virtuel, et ça, c'est une start-up française qui s'appelle Biomodex et qui fait un truc absolument exceptionnel. Demain matin, vous avez une intervention chirurgicale, cardiaque, sérieuse. Le praticien a une expérience, sauf que vous n'êtes pas comme tous les précédents patients. Les formes sont différentes, le stence ne va pas être mis de la même manière, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucune méthode d'entraînement. Biomodex imprime ce qu'est la forme exacte de vos artères ou de votre cerveau pour que le médecin, la veille, s'entraîne dans l'acte chirurgical, le choix des outils. Et c'est à Neurobicêtre, pas loin de Paris, où c'est utilisé de manière à ce que l'exercice d'entraînement soit fait dans le virtuel avant de passer à l'acte le lendemain. Aujourd'hui, si les actes chirurgicaux sur le cœur étaient comptabilisés en termes d'erreurs, on aurait plusieurs avions qui tombent du ciel tous les ans. Parce que le taux d'accident est très élevé, il n'est pas comptabilisé, mais il est très élevé. Mais parce que c'est de l'artisanat, c'est de l'extrême compétence d'un individu dans un acte. Demain, ça va devenir la puissance collaborative d'une équipe équipée. C'est ce qui se passe. Biomodex, on les a lancés. On n'est pas actionnaire du tout. On les a aidés à révéler leurs solutions. On a trouvé du financement. Et c'est aujourd'hui une start-up qui, comme XYT, fait des choses innovantes. Donc, on a cette renaissance de l'industrie qui se passe. On pourrait revenir sur la philosophie de la renaissance, d'ailleurs, parce que les renaissances ont des 4 caractéristiques extraordinaires. Alors, vas-y, allons-y là-dessus, parce que la renaissance, c'est le vrai sujet. D'ailleurs, je pense que ce qui fait un peu envie à tout le monde, c'est d'avoir une petite renaissance aujourd'hui. Alors, ça marche comment, la renaissance? En fait, il y a une thèse qui a été faite, que j'ai lue, qui était passionnante, sur les caractéristiques. J'ai un ami là, Sébastien Massard, ici, qui a un regard totalement innovant sur le sujet. Il y a 4 grandes caractéristiques de toutes les renaissances, que ce soit l'ère Meiji, la renaissance italienne, et quand je suis à l'étranger, je dis la renaissance européenne. Mais c'est la Renaissance européenne. C'est la Renaissance européenne. Parce qu'en France, c'est la Renaissance italienne. C'est la Renaissance européenne, on est bien d'accord. Léonard de Vinci, c'est Leonardo da Vinci. Absolument. D'ailleurs, si vous allez au Clos Lucé, vous verrez toutes les expériences virtuelles, petite parenthèse, qui sont faites en virtuel avec des casques, et vous avez l'impression d'y être. Mais pour revenir aux 4 caractéristiques, il y en a 4. C'est la capacité d'une société et de la nature humaine à se projeter dans le futur de manière différente. Donc c'est d'abord une question de projection. La deuxième caractéristique qui est assez étonnante, c'est le fait que des disciplines scientifiques ou artistiques qui n'échangent pas entre elles, soudain, se mettent à se croiser. C'est quand même ce qui s'est passé dans la Renaissance européenne. L'art, les sciences et les différentes sciences, soudain, commencent à échanger. La troisième, c'est la rapidité avec laquelle l'information circule. Ça, on peut le comprendre, le facteur, il est déjà présent. Et la capitalisation de celui-ci, c'est-à-dire que je sais, Étienne, te capitaliser un savoir, c'était le livre à l'époque, maintenant ça va être l'expérience virtuelle, et on n'a pas besoin de se parler, je t'expédie un lien où tu vas voir exactement comment fonctionne une batterie. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de lire, et donc de faire l'effort cérébral, tu vas voir cela fonctionner comme si tu y étais. C'est cette nouvelle capacité. The new book is the experience. L'expérience, c'est le nouveau livre, mais l'expérience est virtuelle. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième, il est beaucoup plus compliqué, mais tu m'aideras un jour à l'éclaircir. Je n'ai pas encore finalisé le sujet. C'est la lecture de manière différente des textes anciens. Bref, je pense aujourd'hui qu'on est dans une renaissance de l'industrie. Des textes anciens, il compte dans un sujet, parce que
c'est la libération par rapport aux textes anciens, c'est ça? Oui. Être capable de dire, bon, d'accord, c'est écrit, mais je m'en fous. C'est ça l'histoire. Et je reconsidère ce qui peut-être était sous-jacent. Oui, ou alors je relis ou je réinterprète de manière à ce que je vois quelque chose de sous-jacent et qui m'arrange aussi, non? Absolument. Ce qui est fascinant, la preuve de ce que je viens de vous dire, au-delà de toute la réflexion théorique, c'est de vous dire que si vous regardez le nombre de start-up et de sociétés en cours actuellement qui viennent bouleverser des grands groupes qui font plusieurs centaines de milliards de chiffres d'affaires, dans la seule Silicon Valley en ce moment, il y a 15 acteurs qui font des voitures électriques et qui sont des équipes de 15-20 personnes. Comment est-ce possible? On a toujours dit « big is beautiful ». Pardonnez-moi, gros, c'est nécessaire. Et là, c'est exactement l'envers. Sur les soins personnalisés, la même chose est en train de se produire. On n'a jamais vu ça depuis plusieurs siècles. C'est dû à quoi? Oui, à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à la possibilité de réaliser des solutions avec un facteur de performance nouveau, et c'est le numérique. Donc surtout, pour ceux d'entre vous qui pensez au numérique pour vos entreprises, ne numérisez pas ce que vous faites. C'est une très mauvaise idée. Repensez. Non, parce qu'à ce moment-là, vous faites du PDF partout et on est tranquille. Vous numérisez l'offre que vous voulez imaginer. C'est donc repenser l'offre à travers ce que le numérique vous permet de faire. Et d'ailleurs, toutes les caractéristiques des nouveaux acteurs, Tesla, Blue Origin, Jeff est un bon copain, ce qu'on fait, Amazon Delivery, je prends un drone, tout le monde a rigolé. Mais ça va se faire. Une voiture Lego pour la... Ça va se faire, ça, vraiment? Mais c'est en cours. Ils utilisent nos plateformes, je vois bien ce qu'ils font. C'est bien sûr que ça va se faire. Parce que ici, on prend l'Occitanie, bon, vous avez le centre de Toulouse, mais vous avez combien de foyers qui sont à la campagne, dans des familles de propriété, d'ailleurs, qui prennent la voiture pour aller travailler, etc. Bon, est-ce que vous pensez, pour que délivrer un colis, on a besoin de déplacer une voiture? Le drone peut poser l'affaire dans le jardin ou dans un lieu. Alors on va inventer des trucs, de type le casier qui s'ouvre automatiquement, et puis crac, le truc est posé, la boîte aux lettres se referme et est sécurisée. C'est le panier, ouais. Mais il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. D'abord, économiquement, c'est imbattable. Et ensuite, écologiquement, c'est imbattable. Parce qu'un drone consomme toujours moins d'énergie qu'une voiture, c'est ça? Mais bien sûr, parce que vous avez un facteur de taille. Vous associez le mouvement et le déplacement de ce qui doit être fait, l'optimisation de l'énergie accordée pour aller faire le service de livraison, et ne peut pas être meilleur. Quand vous avez enlevé tout le gaspillage, vous êtes à l'optimum. C'est la beauté du développement durable, quelque part. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc oui, bien sûr que ça se passe, et que ce n'est pas une fiction, c'est beaucoup plus proche qu'on l'imagine, évidemment. L'avenir de l'industrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie, pendant un temps, c'est parti dans une usine plus grosse, avec des main-d'œuvre moins chères en Chine, qu'elle peut revenir dans des pays à main-d'œuvre chère, comme l'Europe ou les États-Unis, à condition de quoi? C'est les grands groupes, c'est les petites boîtes, on ne sait pas, ça va être des réseaux. C'est-à-dire que si on ne numérise pas l'activité qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Si je veux devenir industriel, moi, je fais quoi? Mon propos est exagéré en disant ne pas numériser ce que vous faites. Ce que je veux dire par là, c'est faites-le dans le contexte d'évolution de vos offres. D'accord. Pas dans le contexte de ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose de mieux, de plus intéressant, en profiter pour faire quelque chose de mieux. Absolument. Et Étienne, je voudrais revenir sur un point précis. Aujourd'hui, on a une structure économique mondialisée qui n'est pas durable. Je ne suis pas Trump. Elle n'est pas durable. C'est-à-dire qu'on consomme, à la milieu de l'année, on a consommé trop de ressources de ce que la planète peut donner. On le sait bien, on peut toujours faire de la théorie, je ne suis pas dans la théorie. C'est vrai. À partir du moment où c'est un fait, la question qui se pose, c'est comment devient-on plus frugal en élevant les possibilités de services offerts, mais en consommant moins pour les offrir. C'est bien ça le sujet. Quand vous ouvrez juste cette question... Sans faire de la décroissance, on est d'accord?
Voilà. Et donc là, qu'est-ce que vous ouvrez? Vous ouvrez une incroyable boîte d'innovation sur le fait de repenser les offres. Donc c'est un voyage qui ne s'arrêtera plus. Et c'est ça qui est génial. Donc quand vous reposez le problème comme ça, on n'est plus dans l'optimisation de ce qui existe de l'industrie, on est dans ce que l'économie va devenir pour retirer toute la fluidité, tout le manque de fluidité et tout le fait que certains services sont à un coût beaucoup trop exagéré au regard de la valeur qu'ils offrent. Et ce questionnement donnera un éclairage intéressant à ceux qui vont être les acteurs de demain. Pour moi, l'industrie, c'est tout. La santé, c'est de l'industrie. La finance, c'est de l'industrie. La politique ferait mieux d'être industrialisée un petit peu. Hein, comme ça, on se rappellerait un peu. J'ai un jour, le ministre Macron, qui était ministre des Finances, me dit, après ce que j'ai vu, il avait la gentillesse de venir nous voir, on travaillait sur l'usine du futur et sur l'industrie du futur. Il me dit, mais est-ce qu'on pourrait imaginer faire un modèle, ça va faire rire un certain nombre d'entre vous, un modèle, quel est le modèle fiscal? C'est un problème de flux, on est d'accord? Oui. Et je dis, mais est-ce que vous êtes bien sûr, monsieur le ministre, que vous voulez le voir? Oui, c'est pas beau, hein. Mais alors, récemment... c'est possible. Alors, non, chacun dit ici, j'apprécie votre rire. C'est évidemment possible. Mais personne n'ose le faire. Parce qu'il y a des choses qui deviendraient trop visibles. Mais qu'est-ce qu'on verrait, par exemple? Que je suis trop payé, c'est là où tu veux en venir? Non, non, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on verrait là-dedans, dans une modélisation? Non, je pense qu'on verrait, on verrait ce qu'on soupçonne. C'est-à-dire des problèmes de gestion de flux. Si vous prenez le cas actuel de comment on gère le flux entre le mode fiscal et la transformation d'un pays dans ses modalités de transport durable, c'est un sujet compliqué qui est fait avec des artisans. Ah oui, c'est ça. C'est fait avec des artisans. Il n'y a pas de modèle. Alors moi je vous dis, pourquoi il n'y a pas de modèle? Parce qu'on pourrait en faire un. On pourrait l'afficher. On pourrait le présenter aux citoyens qui votent si le modèle va bien. Pourquoi on ne fait pas un modèle? Parce que c'est l'histoire de la révélation de l'étape de la loi. Parce que si vous faites un modèle, le problème c'est que si vous faites un modèle, c'est à peu près comme si je vous scannais le corps à un niveau de détail où vous n'avez pas envie de tout savoir. Vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui sont passés par là. Il y a des choses qu'il ne faut pas savoir. Je suis en bonne santé, potentiellement je suis un malade potentiel. Oui, c'est possible. Je suis peut-être déjà potentiellement très malade, mais j'en sais rien. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de tout savoir. Surtout si je n'ai pas la réponse à l'observation. Absolument. Si j'avais la réponse, ça serait bien. Je pense qu'on a un problème, c'est qu'il y a trop d'artisanat et de positionnement dans les modèles économiques, et c'est ça qu'on doit changer. Et je crois qu'on a fini, Étienne. Mais non, pas complètement. Je pense non, que... j'ai une question qui est une question politique importante. Il y a eu un travail de l'Institut Montaigne qui préconisait des centres d'accélération de l'industrie, 15 à 20, c'est ça un peu l'idée, qui était dans les régions. Et c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que, en gros, cette industrie-là, cette industrie qui fonctionne de manière différente, comment s'explique cette renaissance, c'est un sujet de métropole, c'est un sujet de région, c'est plus un sujet national. Est-ce qu'il faut encore avoir des politiques nationales d'industrie? Est-ce que ça a encore un sens quand un gouvernement dit il y a 5 secteurs, 10 secteurs prioritaires, ou est-ce que c'est idiot et qu'il faut laisser faire les métropoles, les régions et les entreprises? On est dans une situation d'abord, comme vous avez une minute. Voilà, comme tu le sais, Étienne, j'ai contribué à structurer oui, un peu cette proposition. Je dis ça parce que oui, non, mais simplement, et les axes sont les suivants. L'observation est la suivante. La proximité entre les compétences est un facteur qui est devenu essentiel. Donc la problématique est d'abord humaine, avant même d'être financière. Elle est humaine, elle est problématique de formation, de savoir et de savoir-faire. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a une structure économique, particulièrement en France, avec la notion de branche, pour ceux qui sont concernés. Je dis simplement, les branches sont en travers de la route. Les branches aujourd'hui sont un problème pour l'économie. Chacun défend son couloir de nage. Son couloir. Or, l'innovation, elle est dans l'autre sens.
Elle est transversale. Donc, la formation va changer, les métiers vont changer, la pluridisciplinarité est au cœur de l'innovation, et je pense que c'est dans les régions qu'on peut faire ça. Parce qu'il y a la formation locale, je pense que les branches sont un problème, la formation continue est un vrai problème, l'orientation des moyens n'est pas orientée, elle est trop orientée vers une spécialisation au lieu d'être horizontalisée. Pourquoi? Parce que je fais aujourd'hui qu'un technicien, et je finirai là-dessus, peut faire un travail meilleur qu'un ingénieur ou qu'un groupe d'ingénieurs, simplement en utilisant nos plateformes sur le cloud et en utilisant les moteurs d'IA qui vont faire que la pression 3D de la pièce qu'il va faire et contiendra tout le calcul par élément fini et toutes les évaluations, ce qu'un groupe d'ingénieurs de 5 ou 6 personnes ne feront pas aussi bien que le technicien. Donc je dis l'inverse, je veux faire de techniciens des tops ingénieurs et on va dire aux ingénieurs, s'il vous plaît, pensez aux offres. Et arrêtez de travailler sur les mauvais sujets. Et donc le message, on en revient au départ, c'est-à-dire qu'un technicien régionalisation peut conquérir le monde. Un technicien peut conquérir le monde et on veut en faire des champions. La technologie vous appartient, c'est le thème de ce futur. Et c'est centré sur l'humain. Et c'est centré là-dessus. Merci infiniment. Merci beaucoup. On applaudit Bernard Charlès. Merci. On vous applaudit Bernard Charlès. Merci beaucoup. Restez avec nous Étienne pour la table qui suit.